Donc nous allons commencer par cette première table ronde. Il y aura 2 tables rondes au cours de la matinée. Donc l'idée là, c'est vraiment de situer le sport comme enjeu géoéconomique et de parler de l'économie du sport dans ses différentes dimensions avec des participants d'horizons différents mais complémentaires. Donc, ce que je vous propose, donc j'ai donné les chiffres en introduction, donc 2% du PIB mondial, un poids 128 000 entreprises, 450 000 emplois en France. Donc, voilà, déjà les chiffres posent les termes du débat et montrent le poids économique. Aujourd'hui, le sport est identifié comme un levier de croissance. On parle de tourisme sportif, Michel en a parlé. On parle de sport santé, on parle de sport en entreprise et on parle bien sûr de sport aussi comme levier de bien-être et de bien-vivre pour l'ensemble des gens, que ce soit les jeunes. On va sûrement beaucoup parler des jeunes ce matin, mais aussi les moins jeunes. Et puis, je voulais rappeler en guise d'introduction que le ministère de l'économie, du sport et les ministères de l'économie, du sport et des affaires étrangères, non, rassurez-vous, il n'y a pas eu un remaniement ministériel avec une redéfinition des périmètres pendant la nuit. Ces 3 ministères se sont fixés 5 axes autour du sport pour la période 2024-2026. Déjà, c'est intéressant qu'ils aient fixé ces priorités ensemble. Je vous les partage. Développer une pratique durable, consolider les modèles économiques du sport, internationaliser, donc on trouve ici la dimension géopolitique, former, innover et accompagner la sporttech et l'e-sport. Donc ça vous dit un petit peu les termes sur lesquels aujourd'hui le sport se situe, à la fois au plan politique, économique et géopolitique. Donc ce matin, dans cette table ronde, on a prévu 3 thèmes que je ne retrouve pas, mais que j'expose. Voilà. Là, le sujet des modèles économiques, comment fonctionnent les modèles économiques du sport, le sujet de la pratique durable, donc qui fait partie des priorités au niveau public sur le sujet, et aussi la thématique de favoriser la reconnaissance du sport, parce que c'est un sujet absolument essentiel aujourd'hui. Et puis, bien sûr, on a tous en ligne de mire l'héritage des JO. Qu'allons-nous faire après ces Jeux olympiques et comment capitaliser sur ce qui s'est passé à Paris l'été dernier? Donc, nous avons 4 invités que Michel a présentés. Ce que je vous propose, c'est de commencer par un petit tour de table où chacun va expliquer un petit peu peut-être son parcours en quelques mots et sa vision rapidement du sujet. Et ensuite, on enchaînera sur les 3 thèmes et je vous interrogerai alternativement pour rendre la table ronde très interactive. Et puis, bien sûr, vous aurez la parole pour poser les questions qui vous semblent pertinentes. Voilà. Tu commences ? Bonjour à tous, Malik Amadash, président du syndicat des joueurs et de rugby sur la France entière, et aussi vice-président de l'AFNAS qui réunit tous les sports, donc le foot, le basket, le handball, et vice-président en charge de la reconversion. Mon parcours, j'ai été joueur pendant plus de 18 ans professionnel, et j'ai eu la chance d'avoir une sélection en équipe de France. Donc voilà, et notre vision, c'est vraiment alerter et former un maximum de joueurs pour qu'ils sortent de ce dogme qu'est le rugby, où pour eux, il n'y a que ça, et ils oublient qu'il y a une mort certaine qui nous arrive, une première mort qui est de carrière. Donc c'est important de leur faire prendre conscience et leur préparer à toutes ces problématiques qui peuvent avoir après la carrière. Oui, alors rapidement, très vite mon parcours et puis ensuite le rôle aujourd'hui et la parole que je peux tenir au sein de cette table ronde. Pour ma part, donc je m'appelle Virgile Caillé. Pour ma part, le sport de haut niveau n'a pas voulu de moi, donc j'ai fait en sorte de pouvoir travailler dans l'univers du sport de manière différente. J'ai eu la chance de travailler au sein du mouvement sportif français, dont je suis quelque part un enfant au sein des fédérations, des clubs, ensuite au sein des équipementiers, des sponsors, donc c'était l'autre côté de la barrière, et puis j'ai eu la chance d'être un observateur averti en travaillant au sein d'un cabinet d'études dédié à l'économie du sport qui s'appelle Kantar Sport, peut-être certains d'entre vous connaissent. Et enfin, depuis une dizaine d'années désormais, je travaille pour une organisation patronale
Alors, il faut connaître un petit peu le système administratif français, c'est très particulier, mais il y a des corps intermédiaires qui font l'interface entre les pouvoirs publics et puis le secteur industriel. Donc, chacun des secteurs industriels dispose d'un représentant qui a une mission régalienne de défense des intérêts de ces entreprises. C'est mon rôle au sein de l'Union Sport et Cycle. Petite précision pédagogique sur le nom, vous pourriez croire que c'est une association de cyclistes, pas du tout. Nous sommes un petit peu la CPME ou le MEDEF du sport, donc on rassemble plus de 3000 entreprises de cette économie, à la fois des entreprises, on va dire, qui installent, construisent des terrains de sport, des lieux de pratique, mais aussi les marques de sport, la distribution d'articles de sport, le cycle, la mobilité active, tous les acteurs du tourisme sportif et puis toutes les salles de sport, ce qu'on appelle les loisirs actifs et sportifs français. Donc en fait, pour synthétiser, je suis vraiment un militant du sport et je suis au cœur de ce système et on pourra évoquer la notion d'économie et de modèle économique du sport parce qu'en ce moment, on est bien chahuté. Emmanuel. Bonjour, Emmanuel Bonnet-Oulalge, donc administratrice du comité olympique qui regroupe une centaine de fédérations sportives, olympiques, non olympiques, multisports, 350 000 associations sportives affiliées. Administratrice aussi de l'Agence nationale du sport qui a été créée en 2019 dans le cadre d'une refonte de la gouvernance du sport. Le but étant de mettre autour de la table non seulement l'État, le mouvement sportif, mais également les collectivités territoriales et le monde économique, même si un des objectifs était aussi de faire venir des financements privés et que de ce point de vue-là, l'objectif est loin d'être atteint. Et ancienne coprésidente de la FSGT, une fédération multisport. Et à ce titre, oui, moi aussi, militante du sport, je rajouterai du sport populaire, du droit au sport pour toutes et tous. Et c'est la casquette que je vais endosser avec beaucoup de plaisir ce matin. Bonjour à tous et à toutes. Vous demandez sûrement ce qu'un vendeur de soft drink fait sur cette table ronde. En fait, le sport, pour moi, ça a été un peu toute ma vie. Un peu comme Virgile, le sport de haut niveau n'a pas voulu de moi. J'ai essayé de faire du basket de haut niveau puisque je suis originaire de Limoges. Donc j'ai essayé pendant 2 ans et clairement, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai dû faire autre chose. Et je suis rentré chez Neoma. J'ai été diplômé de Neoma. Et ensuite, pourquoi Coca-Cola ? C'est que Coca-Cola m'a attiré par le sport. C'était pour moi une façon de re-rentrer dans le sport. C'est une marque que j'avais toujours admirée par sa présence sur les Jeux Olympiques, sur la Coupe du Monde. Et donc j'ai eu la chance de rentrer chez Coca-Cola 2 ans avant la Coupe du Monde de 98. Je me suis dit, une fois dans ma vie, vivre ça doit être incroyable. Et suite à ça, je suis parti à Atlanta m'occuper du sport pendant 7 ans, donc des Jeux Olympiques, de la NBA, de la FIFA, de l'UEFA, etc. Et c'était juste une expérience extraordinaire. Et puis un jour, on m'a dit, il va falloir que tu fasses un vrai métier. Et donc, je suis parti un peu dans d'autres pays pour vendre des soft drinks au Japon, en Chine, etc. Et j'ai eu la chance de revenir il y a maintenant 8 ans en France et de vivre l'été dernier un rêve éveillé avec les Jeux Olympiques à Paris. Et donc, j'essaierai de partager un peu de mes expériences dans le sport sur les 30 dernières années. Voilà le cadre posé. Donc, je vous propose qu'on passe au premier sujet de cette table ronde, qui est la question des modèles économiques du sport. Et je vais me tourner vers Emmanuel pour commencer, puisque vous l'avez dit en introduction, et vous dites souvent que la santé sportive d'un pays est davantage mesurée au nombre de médailles obtenues qu'au dynamisme de la vie associative et à cette dimension sport populaire, à cet ancrage de sport populaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette vision et du coup, comment ça se traduit en termes de modèle économique ? Oui, en effet, on a souvent tendance à réduire le modèle économique ou même le monde économique, et c'est le cas d'ailleurs Agence nationale du sport. Virgile siège d'ailleurs à ce titre, au titre du monde économique, à le réduire aux entreprises qui financeraient le sport. Or, en effet, d'ailleurs, ça a été dit dès les mots introductifs, on a une vie associative sportive en France qui est absolument phénoménale, puisqu'il y a 3,5 millions de bénévoles. Je l'ai dit tout à l'heure, 350 000 associations sportives et 9 associations sur 10 sont organisées uniquement par des bénévoles. Et toute cette dimension bénévole, associative, n'est que trop peu mise en avant. Or, c'est un champ économique, évidemment, à part entière. Et quand je dis qu'on évalue souvent la santé sportive des pays au nombre de médailles, il suffit de regarder, alors on le fera, je l'espère, pour Paris 2024 de manière plus précise,
Mais si on prend les Jeux de Londres qu'on a mis en avant, puisque en effet, grâce à ces Jeux, l'Angleterre a explosé le nombre de médailles, a réformé totalement sa vie sportive avec la création de la British Agency. Et ben, si on regarde la vie associative et si on regarde le sport pour tous en Angleterre, après les Jeux de Londres, ça a été une catastrophe absolue, puisque c'est une politique d'austérité totale qui a été appliquée sur la vie associative. Et donc, c'est dramatique du point de vue de l'accès au sport pour toutes et tous, du point de vue de l'égalité d'accès au sport pour toutes, et donc du point de vue du droit. Et moi, je souhaiterais qu'en effet, on puisse mieux interroger au niveau français cet enjeu de la vie associative. Ça a été mentionné tout à l'heure, il y a toujours... On entend souvent dire que la vie associative est moribonde, on entend parler des oripeaux de la vie associative, on entend dire que le bénévolat est mort et qu'il faut professionnaliser à tout prix. À mon avis, l'un n'oppose évidemment pas l'autre. Il faut professionnaliser, mais il faut professionnaliser pour rendre dynamique cette vie associative, parce que la vie associative, c'est pas juste permettre... Alors, c'est permettre à un enfant ou à une personne âgée d'avoir accès au sport pour tous, mais c'est aussi pour celles et ceux qui s'engagent, du lien social, un sens donné à une vie. Moi, je fais partie de celles et ceux qui défendent un droit à la retraite pas trop tard dans la vie, parce que justement, c'est une autre manière de travailler. C'est une autre manière de s'engager, c'est une autre manière de créer du lien à l'échelle de la proximité sur un territoire. Donc voilà, pensons aussi la part associative et bénévole dans l'économie du sport. Du coup, je passe la parole à Virgile. En termes de levier de développement du sport, d'impact économique, quelle est votre vision ? Et vous parlez souvent aussi d'acteurs publics et privés qui ont des intérêts communs. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu votre vision sur le sujet ? Alors oui, plusieurs questions en une en fait. Il y a la dimension de la filière, donc on va y revenir, cette filière de l'économie du sport qui est née en 2016. C'est le ministre de l'économie et des finances de l'époque, un certain Emmanuel Macron, qui considérait qu'il y avait là un véritable axe stratégique pour la France. On est en plein dans les débats sur la notion de géopolitique. À l'époque, il y avait une vraie ambition. La référence ultime, c'était Londres en 2012, qu'on avait perdu de peu. On en avait gardé une véritable frustration et surtout, on avait constaté, on avait été les spectateurs d'un développement extrêmement rapide des entreprises britanniques qui avaient su parfaitement jouer de l'axe anglo-saxon, le fameux Commonwealth, et gagner la plupart des marchés sur les GESI, les grands événements sportifs internationaux qui brassent énormément de milliards. Donc, fort de ce constat, l'idée était de construire une filière économique du sport qui serait une plateforme de concertation entre les acteurs publics, l'administration, les différents ministères concernés et les entreprises, alors pas que les entreprises, pardon, les parties prenantes du sport français, parce que pour peser au niveau international, il faut avoir des dirigeants qui soient élus au niveau national, il faut qu'il y ait une stratégie commune, etc. etc. L'idée était, vous avez rappelé d'ailleurs Delphine, les 5 axes, avec des aspects de développement durable. Je ne sais pas si on y reviendra, parce que c'est quand même une spécificité française. Et on y reviendra. J'ai des choses à dire aussi là-dessus. Et donc, cette dimension internationale, au final, moi j'en garde... On a le droit de parler franc, hein. Enfin, je veux dire, on peut dire des choses... voilà, ouais. On va s'ennuyer. Non, c'est pas pleinement satisfaisant. Nous, on est engagés au sein de l'USC, et moi à titre personnel, depuis le début, depuis la création de cette filière, avec 3 ministères qui étaient concernés, et lors de la signature à Bercy entre Emmanuel Macron, Matthias Fekl pour le commerce extérieur, et puis Patrick Kanner pour les sports à l'époque, il y avait une vraie dynamique, une vraie volonté d'avancer, de développer ça. On avait commencé à créer des clubs internationaux dans les grandes villes, parce que quelque part, le sport, et je pense que Pascal sera d'accord avec moi, c'est quelque chose d'universel, de rassembleur, c'est fédérateur. Mais dans l'esprit des hauts fonctionnaires, on y reviendra aussi sur la reconnaissance, c'est pas sérieux, c'est pas un fait sérieux. Vous imaginez pas une politique publique avec du sport, c'est pas sérieux, c'est ridicule. Les hauts fonctionnaires à Bercy, ils comprennent pas. Donc, on a un mal fou à ancrer ces sujets-là à Bercy.
Alors, aux affaires étrangères, ça aussi, ça les fait sourire. Alors, ils adorent aller regarder des mecs en short qui battent les Anglais au tournoi destination. Mais en revanche, ça ne fait pas sérieux. Donc, on a un vrai problème de reconnaissance. Si on les bat de temps en temps, quand même. Ouais. Bon. Mais, voilà. Les Irlandais, alors, on va dire. Non, mais... En fait, on a un vrai sujet de reconnaissance et de positionnement de cette filière. Néanmoins, ça permet de donner un peu de parole à toutes les parties prenantes. Ça, c'était la première partie de la question. On reviendra, si vous le souhaitez, sur cette notion de filière de l'économie du sport, qui est une très bonne idée, mais qui tarde encore à prendre toute sa dimension et donner tous ses effets. Et puis ensuite, il y a les modèles économiques. Moi, je suis assez grave en ce moment s'agissant des modèles économiques du sport français. Il n'y a pas un modèle économique, il y a des modèles économiques. Vous avez évoqué, Delphine, les 71 milliards d'euros du poids économique, la contribution économique du sport dans le PIB. Alors, c'est vrai qu'on vous balance des chiffres comme ça quand on voit le poids de la dette, 71 milliards. Mais pourtant, 2,6% du PIB, c'est énorme. Vous avez fait la comparaison avec le secteur de la restauration, hébergement. Donc, ça pèse. Et c'est vrai qu'on cultive ce complexe d'infériorité. Nous, le sport, à chaque fois, on a l'impression d'être tout petit, etc. Il faut qu'on assume ce que l'on représente en France. Qu'on assume ce poids économique. Il n'y a pas de honte à représenter, à peser du poids économique. Et on le verra après, on est contributeur de plein d'autres choses. Et sur les modèles économiques, pourquoi aujourd'hui je suis inquiet? C'est parce que entre le modèle économique du mouvement sportif français des associations, qui est quand même extrêmement chahuté, avec beaucoup de points d'interrogation sur ses modalités de financement, sur l'intention qu'en ont les pouvoirs publics et les collectivités pour lui donner les moyens de se développer. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de fédérations qui sont quand même en grande difficulté. Mon voisin de droite sur la fédé de rugby, c'est chaud quand même, hein, c'est quand même chaud. Voilà. C'est pas pour tirer sur l'ambulance, c'est juste qu'aujourd'hui, techniquement, quand on n'arrive plus à s'appuyer sur ses fonds propres, c'est-à-dire les licences, que les subventions, ça se tend, et que les partenariats privés, c'est compliqué, bah, évidemment, le modèle économique, il devient compliqué. Le sport professionnel, je ne sais pas si je vous en parle. Hein, vous voyez un petit peu le débat aujourd'hui entre les droits télé, cette dépendance ultime aux droits télé et le château de cartes qui est en train de s'écrouler. On a des grosses inquiétudes. Et enfin, sur le modèle économique, là aussi, si vous lisez un tout petit peu les journaux, bah, ça craint. Ça craint. Les entreprises n'ont pas de visibilité. Donc, quand les entreprises n'ont pas de visibilité, elles sont prudentes. Quand elles sont prudentes, elles freinent les investissements. Ça veut dire que ce n'est pas le moment où on va engager de l'argent sur le sport. Donc, il y a quand même une vraie réflexion profonde sur les modèles économiques et la profonde mutation qu'on est en train de vivre au sein des modèles économiques du sport. Et ça passe, à mon sens, et j'en arrêterai là, par un portage politique fort, un message politique fort pour relancer cet intérêt, cette attractivité autour du sport. On l'a eu pendant quelques années avec cette porte de sortie exceptionnelle qui était les Jeux Olympiques de Paris 2024, Olympiques et Paralympiques. On espérait qu'il y ait une forme de continuité avec les Alpes 2030. Pour ceux qui suivent un peu le dossier, je ne sais pas si vous avez vu le bourbier, j'espère que ça va sortir par le haut. Mais voilà, on est un petit peu inquiet. Du coup, il y a des pistes pour aujourd'hui faire en sorte de sortir de cette situation ou il y a une ou deux que vous voulez mettre en avant là maintenant ou, enfin, dans le débat. Non, mais alors, en fait, ça fera le relais avec un sujet sur la reconnaissance du sport. Pour moi, la piste principale, c'est que les pouvoirs publics, sans forcément financer, mais reconnaissent ce que le sport apporte à la société. C'est-à-dire qu'il y ait un portage qui fasse en sorte que les uns et les autres s'intéressent au sujet du sport et que les entreprises se sentent plus en confiance, que le sport professionnel soit un petit peu plus raisonnable. Quand le foot touche 1,5 milliard de CVC, et ben, au lieu de le dépenser très cher sur des joueurs moyens, ben, qu'on le fasse dans la structuration, etc. C'est une profonde réflexion de fond sur l'ensemble des modèles économiques. Je n'ai pas donné de solution, je suis désolé, mais si un jour on est aux affaires, on aura des solutions. Le sport, ça devrait être considéré comme un véritable service public. Aujourd'hui, le budget des sports, c'est 0,19% du budget de l'État, c'est-à-dire que c'est le budget le plus faible. C'est le budget des sports, attention, hein, après Paris 2024, qui a subi la plus forte baisse de budget proportionnellement
parlant, le budget des sports. Alors que quand on parle de sport, on parle nécessairement d'émancipation. Pourquoi ? Parce que le sport, ça engage le corps, et parce que le sport, ça engage la tête, et parce que le sport, ça engage les liens sociaux. Donc, il faut réellement qu'on considère le droit au sport comme le droit à la santé, comme le droit à l'éducation, comme le droit au travail également. Et c'est vrai qu'en France, l'État français, même après les Jeux de 2024, on y reviendra, mais si l'ambition de la France, c'est de dire bouger 30 minutes, je suis désolée, pour moi, c'est absolument pas ambitieux et à la hauteur d'un pays qui a accueilli des Jeux d'été et qui va accueillir des Jeux d'hiver. Oui, non, très rapidement, parce que Emmanuel a tout à fait raison de le rappeler. Moins de 0,20% du budget de l'État, 2,6% du PIB, moins de 0,20% du budget de l'État. Et il y a un conseiller de génie à Bercy qui s'est dit, après les Jeux, qui ont été formidablement réussis, la meilleure idée qu'on pouvait faire, c'est de réduire de 25% le budget des sports. C'est un génie. Quel parti politique aurait pu contester de dire on va garder le même budget des sports ? D'accord ? Ça c'est complètement fou. Et juste pour vous donner une autre idée de comparaison, 800 millions, c'est à peu près le budget du ministère des Sports. Ouais, c'est même un peu moins, mais j'arrondis. D'accord ? C'est moins que le budget du Paris Saint-Germain. C'est juste pour vous donner une idée de comparaison. C'est-à-dire que la France pose sur la table pour développer le sport sur le territoire moins que le budget du Paris Saint-Germain. Voilà. Alors, on a parlé pas mal d'argent public. Je vous propose qu'on parle maintenant aussi du rôle des entreprises et du sponsoring sportif. François, comme tu le rappelais, ça fait 30 ans que tu t'intéresses... 20 ans ? Oh, je voulais pas être désagréable, pardon. Que tu t'intéresses et que tu travailles sur le sujet. Comment tu vois ça justement avec cette perspective temporelle ? Comment les choses ont-elles évolué ? Et quelle est la place du sponsoring des entreprises privées ? Alors, on va parler de Coca-Cola, mais plus globalement, pour dresser un peu le tableau. En fait, je vais peut-être commencer par l'actualité, on me pose souvent la question, ça vous a apporté quoi de sponsoriser les Jeux Olympiques, avant de parler sur l'historique. Je voudrais rebondir sur ce que... Donc Coca-Cola, ça fait presque 100 ans. On est partenaire des Jeux Olympiques depuis 1928 à Amsterdam. Donc il y a un peu de longévité. On fêtera les 100 ans à Los Angeles. De la FIFA depuis 1974. Donc on est vraiment très impliqué dans le sport depuis longtemps, un peu partout. Je voudrais rebondir sur ce que disait Michel-Édouard tout à l'heure. Pour moi, la première chose sur les Jeux Olympiques de Paris, c'est une chance inouïe de les avoir pour un pays, même si c'est vrai, beaucoup de gens se sont plaints. Mais à chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'en vivre beaucoup, que ce soit à Athènes, que ce soit à Londres. Tout le monde se plaint pendant les mois précédents. Et puis ensuite, la vague monte et tout le monde oublie qu'on s'était plaint. Mais ça a été formidable. Et ça a été formidable pourquoi ? Parce que ça a été une vitrine pour la France incroyable. Et dès le 4e trimestre, le nombre de touristes en France a augmenté. Les prévisions pour 2025 sont assez exceptionnelles en termes de trafic. Et Londres a bénéficié de l'impact des Jeux pendant 10 ans. Personne ne voulait aller à Londres, ou moins de gens voulaient aller à Londres avant les Jeux. Donc moi, je suis assez optimiste sur le fait que ça va nous aider pendant les 10 ans à venir en termes de trafic. Après, si je reviens sur nous, comment est-ce qu'on utilise ce type de partenariat ? C'est assez simple. Sur les Jeux Olympiques, on a fait le bilan il y a quelques semaines. Il y avait plusieurs axes. Le premier, c'était de développer, pas tellement la notoriété, mais la présence de nos marques et l'association aux valeurs du sport, l'universalité dont parlait Virgile tout à l'heure. Et donc, c'est d'associer nos marques. Et il y a 3 marques. Bien sûr, vous connaissez Coca-Cola. Il y avait une marque de thé qui s'appelle Fusti, qu'on a aussi beaucoup poussé pendant les Jeux, en particulier avec le partenariat sur le relais de la flamme olympique. Relais qui a commencé le 8 mai, qui est passé dans 450 villes, 6 millions de personnes sur les routes, qui était un mini Tour de France. Alors, ce n'était pas aussi extraordinaire peut-être que le Tour de France, mais on a senti la vague monter jour après jour sur ce relais. Et on a montré Coca-Cola et Fusti, enfin Coca-Cola sans sucre d'ailleurs, et Fusti pendant ce relais. Et on a aussi utilisé une marque qui s'appelle Powerade, qui est une marque pour les sportifs plutôt, pendant les Jeux. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. On utilise ces partenariats pour pousser des marques. La deuxième chose, c'est de continuer à créer des liens avec nos clients, avec Michel-Édouard et tous les magasins Leclerc, mais pas que, avec Carrefour qui était partenaire des Jeux, avec aussi tous les partenaires, les cafés, restaurants le long des routes.
Donc on utilise toujours ça pour continuer à renforcer les liens avec les clients. C'est quelque chose d'important. Troisième axe, c'était pour nous d'engager tous nos collaborateurs. On a 2500 collaborateurs en France, on a 5 usines en France, et par exemple, on a fait passer la flamme ou la lanterne, en fonction des villes, dans toutes nos usines, au siège, et ça nous a permis d'engager les clients, les collaborateurs qui ont des souvenirs inoubliables. Alors Mathilde est là, derrière, mais les collaborateurs ont eu des étoiles dans les yeux. Et en termes d'engagement, pour nous, c'est ce qu'on appelle Only Coke Can Do. C'est quelque chose qu'ils ne trouveront pas dans une autre entreprise. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec les collaborateurs. Et le quatrième axe, c'était de montrer qu'une économie circulaire des emballages était possible. Donc on a été critiqué sur plein de choses. Le fait qu'on versait des bouteilles en plastique dans des gobelets, qui était un choix pour ne pas avoir de déchets. Par exemple, dans les stades, il n'y a eu aucune bouteille qui traînait. Si vous avez remarqué, dans ceux qui sont allés dans les stades, il n'y avait aucune bouteille par terre parce qu'on les collectait au moment où on les servait. Et ensuite, on les remettait dans le circuit pour faire du PET recyclé. Et on a aussi installé pendant les Jeux presque 700 fontaines de produits. C'est la première fois qu'on faisait ça. On a servi plus de 10 millions de boissons aux athlètes, aux volontaires, aux spectateurs. On a installé partout dans Paris, pour 15 jours, 700 fontaines, là où il y avait des accès à l'eau. Donc on a essayé de démontrer qu'une économie circulaire des emballages était possible. On n'a pas été très bon dans la com, probablement, puisqu'on s'est fait attaquer sur ces bouteilles qu'on versait dans des gobelets, puisqu'en France, en fait, la législation interdit les bouteilles dans les stades. Donc, en fait, on l'a fait parce que depuis 3 ans, depuis qu'une bouteille avait été lancée dans un stade, on n'a plus le droit d'avoir les bouteilles fermées dans les stades. Donc, les gens pouvaient venir avec leurs bouteilles, mais ne pouvaient pas acheter une bouteille pour l'emmener dans les gradins. C'était assez extraordinaire. La réglementation est parfois un petit peu surprenante, sinon on n'aurait pas fait les gobelets probablement. Et donc tous ces 4 axes que je viens de décrire, c'est ça qu'on essaye de faire avec les sponsoring. Et ce qui a évolué peut-être pour clore sur l'historique, alors ça fait pas 100 ans que je travaille sur ce sujet, mais j'ai commencé en 96, donc ça fait effectivement presque une trentaine d'années. Ce qui a beaucoup changé en 30 ans, c'est qu'au début, on était beaucoup sur de la notoriété. Donc, les ayants droit vendaient des panneaux publicitaires pour essayer. Et c'est particulièrement vrai, par exemple, les Japonais achetaient la Coupe du Monde, l'athlétisme. Ils regardaient le nombre de paires d'yeux qui étaient sur leurs écrans. Et c'est tout ce que les vendeurs de droits proposaient. Je vous propose des panneaux. Et ce qui a changé depuis, c'est que maintenant, les packages pour les sponsors sont extrêmement personnalisés. Et chacun essaye de construire quelque chose qui est spécial. C'est pour ça que je disais, on a le relais de la flamme olympique et paralympique, qui était quelque chose que nous intéresse. On est partenaire du relais de la flamme depuis 92, donc on pense qu'à chaque fois c'est une bonne façon de le faire. Sur la Coupe du Monde de football, on a négocié avec la FIFA de pouvoir emmener le trophée de la Coupe du Monde dans le monde entier. En 2002, on a dit à la FIFA que dans les 24 ans suivants, on ferait tous les pays du monde, on emmènerait le trophée dans tous les pays du monde. Vous avez vu que maintenant, tous les événements font ça. Là, il y a le tour de la Champions League, le tour du trophée de la Champions League, donc tout le monde le fait. Il y a des jeunes qui sont sélectionnés pour être sur les terrains. Donc il y a plein de programmes qu'on peut créer qui sont personnalisés aux besoins des sponsors. Et ça, c'est ce qui a énormément changé, je trouve, depuis 30 ans. Et moi, j'encourage tous ceux qui veulent aller dans le sport à pas seulement prendre ce qu'on vous vend. Et nous, on a quelque chose qu'on dit chez nous, c'est « buy what you need, use what you buy ». C'est acheter seulement ce dont vous avez besoin par rapport à vos besoins économiques et ensuite utiliser tout ce que vous avez acheté. Parce que souvent, dans le passé, les vendeurs de package sponsoring vendaient un peu la même chose à tout le monde. Et donc, on a essayé de modifier ça. Ce n'est pas toujours facile, mais on essaye de faire ça de plus en plus. Et de plus en plus de marques font la même chose. Donc, une pratique du sponsoring sportif qui est plus personnalisée. Là, on parle surtout des grands événements. Quid du sponsoring, du sport au quotidien? C'est quelque chose qui existe ou qui... Alors, souvent, le sponsoring, enfin pour moi, le sport au quotidien, c'est souvent presque du mécénat, ou alors c'est du sponsoring local. Ça peut être souvent des entreprises locales. On le voit dans les petits clubs, sont souvent sponsorisés par les gens qui sont proches. Le boulanger, voilà, l'association de l'entreprise de travaux publics, etc. Donc il y a différents niveaux, mais c'est autant personnalisable finalement. On peut avoir la même chose. C'est vrai que moi j'ai été
plus impliqués sur les grands événements internationaux, mais ça a énormément changé. Et puis ce qui a aussi changé, c'est quand même les prix. C'est-à-dire que le coût du sponsoring a explosé, et donc on a été obligé de faire des choix, parce que malheureusement, nos ventes n'ont pas augmenté autant que les prix du sponsoring. Donc on a été obligé de couper. Moi, quand j'ai commencé en 96, on était sponsor de la Coupe Davis, on était sponsor de la Fédération internationale de l'athlétisme, on était sur la Coupe du monde de rugby, et on a coupé plein de choses pour pouvoir se recentrer sur les quelques événements qui nous semblaient les plus importants. Donc il y a eu une inflation terrible des droits du sponsoring. Merci. Alors, donc on parlait des problèmes de financement. Donc je me tourne vers l'utilisateur de l'argent. Non, je plaisante. Mais Malik, en tant que joueur, ancien joueur, comment as-tu vécu, toi, ces problèmes de financement? Comment ça s'est traduit concrètement? Quelle est ta vision sur le sujet? Maintenant qu'on a parlé des financements publics, privés, moi j'aimerais voir la manière dont c'est vécu par les sportifs. Aujourd'hui, pour les acteurs, on va dire, du sport en général, il y a une incompréhension en fait sur le sujet, avec une autant de visibilité sur tous les sports qui ont été produits, notamment par les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde en 2023 aussi de rugby, malgré que le résultat n'était pas là. Mais l'impact sur le pays a été quand même grandiose. Et aujourd'hui, le seul truc qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de retour pour les acteurs. Et ils sont dans une incompréhension totale et constante, avec une baisse des budgets, une baisse, on le voit notamment que ce soit public ou privé. Donc ça veut dire des complications pour l'acteur, notamment pour se former, pour préparer une après-carrière qui pour lui peut arriver du jour au lendemain par une blessure. On peut commencer sa carrière tôt mais la finir aussi tôt. On peut la commencer à 20 ans, la finir à 21 ans ou la finir à 36 ans, on ne sait pas. Mais donc c'est des choses qui pour nous on le voit d'un œil qui est quand même avec beaucoup de réserve et beaucoup de prise de hauteur, parce qu'il faut comprendre en fait l'enjeu global et l'écosystème actuel dans la situation où nous sommes, et comprendre pourquoi ce secteur-là est appauvri, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'il véhicule et ce qu'il apporte aujourd'hui à tous les Français, et autant en émotion qu'en financement. C'est important de le prendre en compte, parce que c'est une bulle d'air quand on va faire son sport. Tous ici, dès qu'on va faire son sport, c'est le moment où c'est notre évasion personnelle, que ce soit collectif ou individuel. Et aujourd'hui, c'est dommage de galvauder ça et de le rendre peut-être moins performant sur les prochaines années, parce qu'on met moins de financement, qui, pour moi, à mon sens, on donne plus d'envie dans ce sport. Et donc c'est important de pouvoir peut-être refédérer autour de ça, de cette émotion, de ce que ça véhicule, pour pouvoir relancer cette réflexion pour encore plus aider les acteurs. Aujourd'hui, quand je vois les Jeux Olympiques, les sacrifices faits pour essayer d'avoir une médaille, pour pouvoir être financé, quand j'entends 80 000 € pour une médaille d'or, la personne a quand même passé plus de 10 ans de sa vie pour essayer de l'atteindre. Et s'il atteint les 80 000 €, s'il ne les atteint pas, il n'aura rien, il rentrera chez lui, il retournera dans l'anonymat. Donc je trouve que c'est important de revaloriser l'acteur et de revaloriser ce que ça apporte vraiment dans notre pays. Ouais. Peut-être juste un truc sur les financements, parce qu'on parlait des Jeux Olympiques. Enfin, faut pas se leurrer, les Jeux Olympiques, je crois que c'était 4,4 milliards le budget à peu près, ou 4,5. 95% du financement était du financement privé. Il y a eu à peu près 30% ou 28% qui vient du CIO, parce que nous, on a un partenariat avec le CIO qui redonne de l'argent au comité d'organisation et à toutes les petites fédérations, ou les fédérations qui ont moins de moyens. Il y a eu à peu près 30%, vous avez les chiffres mieux que moi, qui sont de la billetterie, en gros. Et puis, 1,2 milliard. Billetterie, oui, 1,2 milliard, bon, 28%, je crois. Billetterie, hospitalité. Il y a eu un peu plus de 30% qui sont les partenariats locaux que le comité d'organisation a négocié. Donc, nous, par exemple, le partenariat du Relais de la Flamme, c'est un partenariat local qui vient on top de ce qui est payé par la Coca-Cola Company, notre franchiseur, on va dire, au niveau international. Et puis après, il y a le reste, c'est les 10% qui restent, c'est en gros le licensing et tous les petites autres. Mais 95% du financement des JO, c'est du privé. Donc je voulais juste ajouter ce point-là, parce que parfois on pense que c'est que le plus... Alors, il y a des infrastructures que je ne compte pas dedans, mais c'est quand même important.
Non, je voulais juste rebondir d'un mot sur ce que disait Malik, et ça fait la passerelle sur la notion de reconnaissance. Je pense que c'est important que vous l'ayez à l'esprit, parce qu'il faut le savoir, on ne fait pas assez de pédagogie sur ces sujets-là. La reconnaissance des sportifs, de leur performance, du travail qu'ils ont pendant des années pour obtenir des résultats, souvent ils ont besoin de petits supports financiers. Alors, toi, tu étais salarié d'un club, donc c'est un petit peu différent, mais il y a beaucoup de sports pour lesquels il n'y a pas de statut, donc on n'est pas salarié. Donc on va grignoter 5 000 € par-ci, 10 000 € par-là pour financer sa saison, ses déplacements. Ben, figurez-vous que l'administration française, l'URSSAF, s'est dit, mais ces sportifs, en fait, ils vendent leur image, donc ils sont assimilables à des mannequins, donc on va les requalifier en contrat de travail. Et donc, évidemment, les partenaires, à un moment donné, ils disent, oh là, je ne vais pas m'embarquer là-dedans, c'est bon, ça ne va plus être 100, ça va être 160, et puis en plus, ça va me faire un salarié en plus, donc no way. Donc voilà, quand je parle, vous me demandiez des solutions, quand je parle de reconnaissance du fait sportif, typiquement ça en fait partie. Laissons les sportifs faire leur carrière, aidons-les, apportons-les des modèles spécifiques pour qu'ils ne se retrouvent pas à gérer des situations de ce type. Alors moi, je voulais aussi revenir sur la reconversion qui a été abordée par Malik, parce que bon, voilà, tu en parles souvent et tu es très engagé sur ces sujets. Comment aider les sportifs à aussi ne pas être angoissés par l'après, parce qu'il y a le pendant et il y a l'après. Nous, on fait beaucoup de sensibilisation pour leur faire comprendre vraiment que, je vais parler pour mon sport plus spécifiquement, que le rugby, c'est un dogme à part où on est baigné dedans depuis tout petit, donc constamment, on pense que ça ne s'arrêtera jamais. Et donc cette problématique-là, c'est de les éveiller et de trouver en fait des structures. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un bon partenaire de travaux, j'ai envie de dire, comme Neoma, qui aujourd'hui s'adapte totalement aux problématiques que rencontrent les sportifs professionnels. Donc c'est important de le souligner parce que moi-même j'en ai bénéficié, donc j'ai eu 2 diplômes chez Neoma, donc c'était quelque chose qui m'a en fait encore plus convaincu dans ma sensibilisation aux joueurs qu'il faut sortir de ce dogme pour comprendre que demain ça arrive très vite et c'est notre devoir notre devoir, j'ai envie de dire, mais de les éveiller à ce sens-là et de vraiment leur donner les meilleures solutions. Et donc, quand on a des écoles qui sont prêtes aussi à s'adapter aux problématiques et sortir aussi, eux, de leur propre dogme scolaire pour pouvoir aujourd'hui proposer la meilleure situation aux joueurs et aux joueuses, c'est important de pouvoir continuer dans ce sens-là. Merci. Je vous propose qu'on aborde maintenant la deuxième thématique de cette table ronde sur la pratique durable du sport, donc à la fois au plan écologique, au plan de l'inclusivité, parce que ce sont aussi des enjeux absolument essentiels dans le sport aujourd'hui. Je vais à nouveau me tourner vers Malik, puisque la transformation du sport, c'est des sujets d'égalité homme-femme, d'inclusivité. Le rugby a lancé une transformation de ses pratiques. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu autour de quels axes ? Parce que c'est vrai que je pense que c'est un sujet qui concerne aussi beaucoup les gens. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut vraiment remettre de l'égalité dans ce sport. On voit un rugby féminin qui aujourd'hui porte les couleurs de la France quand même au plus haut, quotidiennement, que ce soit le rugby à 15 ou le rugby à 7. On voit qu'on a des joueuses qui sont encore plus dans le sacrifice quotidien et en ayant toute la précarité, voire plus que le joueur masculin. Donc c'est notre devoir. Aujourd'hui, quand même, on a la chance, on a la Ligue nationale de rugby qui essaye d'aider aussi pour créer sa propre ligue et cette Elite 1 pour pouvoir aujourd'hui proposer aux joueuses vraiment un cadre qui soit beaucoup plus protecteur. Donc on est avec Proval sur la convention collective aussi avec la Fédération française pour pouvoir en fait border ce cadre et vraiment qu'on puisse au minimum minimiser les impacts d'une carrière contraignante comme elles vivent. Voilà. Et dans les autres sports, c'est les mêmes démarches ou... Oui, on a beaucoup sur le foot aussi. Notamment, on a eu, on le voit avec la Ligue 1 féminine qui est quand même aujourd'hui qui est en train de trouver son propre écosystème. Et je pense que c'est vraiment cette égalité. Il faut comprendre que il faut arrêter de comparer. Et la comparaison généralement est mauvaise pour le sport. Et donc c'est important de comprendre que chaque
sport a ses propres économies, que ce soit le féminin ou le masculin, et pas faire de comparaison. Le seul truc où il faudrait faire des comparaisons, c'est sur le côté statutaire, pour border, on va dire, les conventions, les contrats, mais pas. Et chacun doit avoir sa propre économie pour pouvoir au mieux protéger ses joueurs ou ses joueuses. Merci. En posant cette question, je me disais que je serais outre-Atlantique, je n'aurais pas le droit de la poser aujourd'hui. Et donc, je vais continuer sur les sujets que je n'aurais pas le droit de poser outre-Atlantique. Je vais parler maintenant d'écologie. Donc, vraiment, c'est... voilà. Et, Emmanuel, je me tourne vers vous. Vous êtes convaincu sur le sujet, justement, de la transformation écologique à laquelle le sport ne peut déroger. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça passe par quelles actions? Comment rendre le sport écologique? Avant de répondre à votre question, un petit mot quand même sur le bilan des élections dans les fédérations 2024 pour dire que nous n'avons pas avancé d'un iota sur l'égalité entre les femmes et les hommes, puisque seulement 2 femmes sont présidentes de fédérations olympiques sur 36 fédérations. Voilà, alors que certaines fédérations ont quand même 90% de pratiquantes, mais elles ont toujours été dirigées par des hommes. Et au global, 17% de femmes présidentes de fédérations, si on compte également les fédérations non olympiques. Donc voilà, il y a encore du chemin à parcourir. Sur la question écologique, d'abord, je voudrais dire qu'un événement sportif planétaire durable n'existe pas et n'existera jamais de fait. Donc actons-le pour se dire qu'il y a un objectif, qu'on peut atteindre une ambition. Moi, je suis pas pour le repli sur soi, et donc je suis vraiment favorable au fait qu'il y ait toujours des Jeux olympiques et paralympiques, mais arrêtons de dire qu'on va aller vers des événements durables, c'est absolument faux. Et d'ailleurs, si on se projette sur les Jeux olympiques et paralympiques de 2030, moi, je regrette la manière dont le projet est posé, puisqu'il est seulement aujourd'hui posé sur des enjeux économiques des stations de ski, ce qui est un vrai sujet, mais on n'a pas du tout abordé la question écologique. Or, évidemment, quand on parle des Jeux d'hiver, ça prend une toute autre ampleur. C'est aussi un marqueur d'inégalité sociale très forte, l'accès au sport de montagne. Donc moi, je serais vraiment favorable à lancer le débat vraiment et à créer les conditions, donc non pas de jeux durables parce que ce ne sera pas possible, mais de se poser la question, par exemple, de l'accès des milieux populaires à la montagne, comment on travaille la question de l'éducation à l'écologie. Et enfin, alors... Lucas Aubin a sorti un livre sur la géopolitique à l'échelle locale, régionale, départementale. Depuis une trentaine d'années, on constate une transformation des rencontres sportives à l'échelle locale. Avant, si je prends l'exemple du foot, il y avait des clubs de foot absolument partout. Dans tous les villages, il y avait des clubs de foot, et donc les rencontres de foot s'organisaient à l'échelle locale. Les déplacements se faisaient sur un rayon de kilomètres modéré. Les gens participaient à la vie associative au plus près de chez eux. Et notamment parce que les collectivités territoriales ont poussé à une rationalisation et à des regroupements de clubs, il a fallu se déplacer de plus en plus loin pour organiser ces matchs de foot. Donc moi, je pense qu'il faut réinterroger l'organisation sportive au plus près de chez soi, notamment parce qu'il y aura de fait moins de déplacements en car, en voiture, etc., mais aussi parce qu'on va questionner le rapport individuel à son territoire. Et pour moi, le rapport à l'écologie, il doit vraiment s'interroger dans le rapport à l'éducation, à l'implication citoyenne. Et ça, je pense que dans la durée, ce sera plus utile que les éco-cups et que le greenwashing auquel on peut évidemment assister. Alors, sur le sujet du sport durable, je crois que Virgile, vous avez coutume de dire que la France est championne du monde des règlements en faveur du sport durable.
Bon, je sens une ambiance quand même pas très positive autour de la table ronde. On est quand même très très critique. On a l'impression que ça se détériore beaucoup. Je suis pas sûre que c'est sur ma question que vous allez donner une note optimiste. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le sport plus durable ? Manifestement, les règlements, c'est pas la solution. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, quand je dis effectivement on est champion du monde de la réglementation, c'est plutôt sous l'angle des entreprises. Je crois que pour bien agir, il faut avoir une bonne vision de la situation et du diagnostic. Et moi, je rejoins parfaitement ce que vient de dire Emmanuel. Je pense que trop longtemps, le mouvement sportif a fait l'autruche sur ces sujets-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en question et plus rien faire, etc. Ça veut dire simplement s'interroger, expérimenter. Il n'est pas question de remettre en cause les orientations que prend le pays en matière de réglementation sur la transition écologique, la transition énergétique, la protection de l'environnement. C'est le sens de l'histoire, c'est irréversible. Bon. J'y reviendrai après pour les entreprises, il faut le faire de manière mesurée, équilibrée, cohérente. Ça, c'est un autre sujet. Pour revenir sur le mouvement sportif, Emmanuel a raison, il faut s'interroger, il faut expérimenter. C'est quoi les modèles sportifs de demain ? C'est forcément pas ceux qu'on connaît aujourd'hui, parce que au-delà du réchauffement, moi je parle plutôt de dérèglement climatique. Une des réglementations, des règles administratives qui peut avoir une conséquence, c'est l'interdiction des produits phytosanitaires. Ça veut dire qu'on ne va plus traiter les terrains de grands jeux. C'est-à-dire que quand il va faire très chaud au puits de la pluie, il y a des champignons qui vont venir. Le temps de traiter le terrain, il y a un nombre de terrains incalculable de grands jeux qui ne pourront pas être exploités. Donc on ne pourra pas faire les championnats dessus. Donc il faut autoriser les produits phytosanitaires ? Non, mais c'est pour ça que le sujet... Je suis là pour ce non, mais c'est une bonne remarque, parce que moi je suis contre l'écologie punitive. C'est jamais simple ces sujets-là. Dès qu'on tire le fil, François le disait, alors on fait des éco-cups, c'est super bien, sauf qu'en fait on se retrouve à faire des trucs parce qu'on a interdit les bouteilles. C'est jamais simple l'écologie, il faut être hyper humble par rapport à ça. On prend des produits biosourcés et circuits courts, mais on fait tourner la camionnette réfrigératrice pour garder les produits frais, etc. C'est que des sujets comme ça extrêmement complexes à traiter. Donc, par rapport à ça, oui, il faut que le mouvement sportif s'interroge sur son empreinte carbone, sur les déplacements individuels, des grands événements, mais aussi du sport amateur. Juste un mot pour les entreprises. Nous, on est prêts à assumer cette dimension-là, et encore une fois, c'est irréversible. 2 remarques. La première, et Michel Edouard est plus là, mais... c'est 120 réglementations. Je le dis pour lui, parce qu'on a un travail au sein du... au sein, mais je sais pas s'il va être d'accord avec moi. Je ne vois pas comment il pourrait ne pas être d'accord. Juste pour vous donner un ordre d'idée, des gens comme Michel-Édouard Leclerc, c'est un travail qu'on a mené au sein du Conseil national du commerce. C'est plus de 120 réglementations administratives et taxes diverses. 120. Vous imaginez, pour les entrepreneurs, il y a plusieurs personnes, une dizaine de personnes qui sont là que pour cocher des cases. Voilà. Et qui ne font pas un autre boulot pour le moment. 120 taxes diverses et réglementations. C'est un truc de dingue. Sur le développement durable, eh bien, on a le plan national de l'adaptation au changement climatique, on a le Conseil national de la biodiversité, on a la CSRD, c'est-à-dire le reporting extra-financier qui nous vient d'Europe, on a la loi AGEC anti-gaspillage pour une économie circulaire qui vient de rajouter un certain nombre de filières REP, les filières de recyclage, c'est les filières de responsabilité élargie du producteur. Pour faire simple, celui qui met sur le marché, il doit se préoccuper de la fin de vie des produits. On en a 20. On est champion du monde des filières REP. Voilà. Donc nous, en France, on a une réglementation de dingue. Et je ne mets pas la réglementation climat et résilience avec les ombrelles, etc. Je pense que... voilà. Donc, on a une pression sur ces sujets-là qui est dingue. OK. Nous, on demande, point 1, un peu de cohérence avec les textes européens qui viennent s'entrechoquer, injonctions contradictoires, etc. C'est un bordel inouï. Pour les grands groupes, ils peuvent s'organiser. Pour les petites entreprises, c'est un enfer. C'est un enfer. Donc, oui, pour ces sujets-là, mais surtout, mettons en cohérence et mettons un peu de clarté là-dedans, parce que quand on a 10 textes qui parlent de développement durable, on ne s'en sort pas. Et le deuxième point, OK pour être champion du monde, mais il faut que ça nous apporte un avantage concurrentiel. Et pour revenir au sujet géopolitique, je discutais récemment, on avait une réunion avec Business France, donc, qui accompagne les entreprises à l'international. Il y avait un certain nombre de représentants de territoire. Et donc, je leur dis, avec toutes ces contraintes, j'ose espérer qu'on a un avantage concurrentiel.
Alors, il y avait la personne qui représentait tous les pays d'Afrique qui sont à fond sur le sport avec les grands événements, etc. Le gars, il me dit, tu sais, en Afrique, développement durable, c'est quand même pas le sujet numéro un. On sait bien d'avoir toutes vos réglementations, de faire les produits éco-conçus, la recyclabilité des produits, l'information consommateur, mais alors en Afrique, pas trop. Après, il y avait le gars qui représentait le Moyen-Orient et... Bon, alors quand on fait les championnats d'Asie de ski à Abu Dhabi, s'agissant de l'écologie, voilà, quoi, hein, c'est pas le sujet prioritaire. Après, il y avait le mec de l'Amérique du Nord. Alors, lui, il nous dit, bon, là, en ce moment, désolé, mais alors, avec vos trucs développement durable, c'est bien, mais tu peux mettre l'étiquette que tu veux sur ton produit, ça va pas faire avancer les choses. Donc, en fait, on en arrive à un point où nous, on est chevalier blanc, on respecte les règles, on s'en rajoute des couches et des couches, c'est la sédimentation administrative. Et au bout du compte, c'est même pas un avantage concurrentiel. Ça vient simplement ternir la compétitivité de nos entreprises. Donc nous, oui, bien sûr que oui, c'est irréversible, c'est le sens de l'histoire, mais faisons en sorte que ça soit un avantage pour nous, quoi. Pardon. Moi, je voulais reprendre ma casquette droit au sport pour tous. J'ai dit que je l'assumerais pour dire que la transition écologique, c'est aussi un enjeu d'égalité d'accès au sport, car aujourd'hui, c'est pas les milieux populaires qui contribuent le plus au réchauffement climatique. C'est évidemment celles et ceux qui ont les moyens de prendre l'avion de manière très régulière, mais ce sont les milieux populaires qui pâtissent le plus du réchauffement climatique, qui pendant le Covid n'ont pas eu accès, ou pendant l'été n'ont pas accès à des endroits plus frais pour se rafraîchir, et qui l'hiver n'ont pas les moyens d'accéder à 2500 mètres pour avoir toujours de la neige. Donc si on veut penser un sport durable, si on veut penser que le sport c'est essentiel pour l'être humain, oui, la transition écologique est d'autant plus importante. Je vous écoute, c'est un peu paradoxal quand même, parce que d'un côté, vous dites que c'est indispensable, et d'un autre côté, vous dites que ça n'apporte aucun avantage concurrentiel et que c'est très difficile à réaliser. Donc voilà. Et du coup, puisqu'on est dans les dans les points paradoxaux et difficiles à résoudre, je vais me tourner vers les entreprises privées, parce que Emmanuel a dit le mot greenwashing tout à l'heure. Donc d'un côté, on regrette qu'il n'y ait pas assez de financement pour le sport, parce que et d'un autre côté, quand des entreprises mettent beaucoup d'argent sur la table, assez vite le mot greenwashing apparaît et on leur reproche de sponsoriser pour des raisons commerciales, ce qui pour une entreprise n'est pas aberrant. Donc je me tourne vers François et vers Coca-Cola. C'est vrai qu'on a souvent ou parfois reproché à Coca-Cola de sponsoriser fortement le sport pour promouvoir des produits mauvais pour la santé. Donc, si consommés sans modération. Voilà. Comment Coca-Cola gère ces reproches et qui lui sont faits régulièrement ? Ouais. C'est marrant, on m'interroge beaucoup là-dessus en ce moment. Donc, peut-être la première chose sur l'universalité, parce qu'en fait, Coca-Cola, c'est une marque très populaire que tout le monde consomme, quel que soit le milieu social, et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup dans les Jeux Olympiques. Dans les Jeux Olympiques, je crois que c'est Tony Estanguet, dans son discours de clôture, qui disait que le village olympique, ça nous donne l'espoir que différentes nations, différentes cultures, différentes religions, différentes couleurs de peau peuvent vivre ensemble et passer des bons moments. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance de visiter un jour le village olympique. J'ai eu cette chance-là déjà plusieurs fois de par mes différents rôles sur les 30 dernières années. Et pour moi, c'est le paradis, en fait, les Jeux olympiques. Tout le monde vit en harmonie. Et qui que vous savez, c'est un rêve, en fait, le village olympique. Et c'est un espoir, comme le disait Tony à la fin des Jeux. Et nous, c'est ça qu'on aime dans les Jeux olympiques. C'est le reflet complet du monde dans lequel on vit, où on aimerait vivre, parce que malheureusement, on est dans un monde où la guerre est beaucoup trop présente. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on sponsorise le sport, et on continuera à le faire, parce que c'est des valeurs communes avec ce que Coca-Cola porte. Sur la partie écologie, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de réduire notre empreinte carbone. Donc, on a un engagement à l'horizon 2040 de réduire notre empreinte carbone. Et la meilleure façon d'y arriver aujourd'hui pour nous, c'est de réduire le poids de l'empreinte carbone de nos emballages. Les emballages, c'est à peu près 50% de notre empreinte carbone. Et ce qu'on a voulu faire avec les Jeux Olympiques, qui a été qualifié parfois de greenwashing, c'est de montrer qu'une économie circulaire des emballages était possible. Et il y a deux formes, on va dire, ou trois formes pour réduire les emballages. Un, c'est de ne pas en avoir. Donc, c'est pour ça qu'on avait beaucoup de fontaines.
Le deuxième, c'est de les rapporter et de les réutiliser. C'est pour ça qu'il y avait dans certains espaces des bouteilles en verre qui étaient versées dans des gobelets qu'on récupérait, qui étaient nettoyés à côté de Paris, à Clamart, et réutilisés. Et le troisième, c'est de mettre beaucoup de matières recyclées dans les emballages et aller jusqu'à 100% de matières recyclées, que ce soit l'aluminium ou le plastique. Ça réduit énormément l'empreinte carbone des emballages. Le problème qu'on a en France, c'est qu'on ne collecte pas les emballages, et donc on en trouve dans la rue, on en trouve là où on ne voudrait pas en trouver. Et ce qu'on a voulu faire sur les Jeux, c'est montrer qu'un événement sans déchets, c'était possible, de récupérer ces emballages, de les remettre dans la boucle. On a une usine qui fait du plastique recyclé à Beaune, par exemple, où aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de plastique pour le recycler. On est obligé d'aller acheter du plastique dans les pays où il y a une consigne pour emballage, pour le recycler en France, ce qui est un non-sens complet. On collecte 50% en gros du plastique qui est mis sur le marché en France pour les boissons. Et nous, ça fait maintenant 5 ans qu'on le dit tout le temps, on veut une consigne. On veut que l'emballage ait une valeur, parce que si, Delphine, tu décides de ne pas rapporter ta bouteille, quelqu'un d'autre la rapportera et récupérera les 20 centimes que tu avais payés au départ. Et on se heurte à des barrières incroyables, alors qu'il y a, je crois, 14 pays en Europe qui l'ont fait et qui font des sauts de performance dans la collecte considérables. L'Irlande l'a fait l'année dernière, c'est maintenant 75% de collecte des plastiques, ils étaient à peu près à 50%. Et c'est ça qu'on a voulu faire sur les Jeux. Et on l'a mal expliqué, ce que je disais tout à l'heure, on n'a probablement pas suffisamment bien communiqué sur l'intention, qui était du zéro déchet. Et il n'y a pas beaucoup d'événements auxquels vous avez pu assister où il n'y avait aucun déchet d'emballage bouteille sur le sol. Parce que les éco-cups, elles ont été ramenées parfois, et elles étaient consignées, donc vous pouvez les récupérer, et c'est le comité d'organisation qui gérait ça, récupérer votre consigne, ou vous les rapportiez à la maison pour un souvenir de moments exceptionnels. Beaucoup de gens les ont rapportés chez eux, on fait des collections avec tous les sports, puisque chaque éco-cup était associé à un sport. Donc c'est vrai qu'on nous dit parfois c'est du greenwashing, et nos produits ne sont pas mauvais pour la santé, je voudrais juste le rappeler, hein, nos produits, c'est des produits plaisir, quand on est avec des amis, quand on passe des bons moments. C'est pas des produits, il faut pas en consommer, je vais dire ça, je sais pas si ça va être 3-4 litres par jour, c'est pas bon, mais une fois de temps en temps, c'est pas un problème. Et aujourd'hui, il y a 95% des Français qui achètent un litre de Coca-Cola une fois par semaine. Avec un litre de Coca-Cola par semaine, on ne consomme pas trop de sucre par nos produits. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, nos produits, notre industrie, c'est 4% des sucres consommés en France. Ce n'est pas du tout le principal contributeur au surpoids, comme on l'entend parfois. C'est une caricature qui est liée à notre notoriété, qui fait qu'on est attaqué, comme on l'a été récemment avec une augmentation substantielle de la taxe dont je parlerai après, alors qu'on ne représente que 4% des sucres consommés en France. Voilà. Et alors du coup, comment vous gérez ces attaques un petit peu ? Parce que c'est la rançon. Je trouve que c'est toujours un peu paradoxal, parce que d'un côté on dit il n'y a pas assez de financement, et quand les entreprises financent, on dit oui mais vous le faites, voilà. Oui mais ça c'est très français. Financement public, mais c'est très français. Hein. Moi j'ai eu la chance de travailler 20 ans à l'étranger. C'est très français cette critique permanente. Dans beaucoup d'autres pays, on valorise les entreprises qui contribuent au monde du sport. Moi, je suis revenu en France il y a maintenant 8 ans, après donc 20 ans à l'étranger, et j'étais fasciné des attaques qu'on a en permanence. Donc, mon job, c'est de faire en sorte d'expliquer ce qu'on fait, d'essayer de rencontrer le plus de gens possible, de journalistes, de distributeurs, comme Michel Edouard et ses confrères, pour expliquer ce qu'on fait et essayer de challenger les mythes qu'il y a sur ce qu'on fait nous et pourquoi on le fait. Et c'est vrai que c'est un but commercial. Quand on investit dans n'importe quel élément, qu'on achète de la publicité sur Facebook ou TF1 ou les différents médias, ou qu'on fasse du sponsoring, bien sûr que ça demande un business case pour dire est-ce que le retour sur investissement sera intéressant. Sinon, on ne le ferait pas. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est un but commercial. Mais cette attaque permanente est assez surprenante, mais quand même très franco-française. On aime bien. D'ailleurs, on a ce côté un peu pessimiste. On est quand même le peuple le plus pessimiste en Europe. Tout va toujours mal. On est un paradis. Pour les étrangers, ils trouvent que c'est fantastique. Tous les étrangers qui sont venus à Paris pendant les Jeux, ils disent mais votre pays est juste extraordinaire. On a envie de revenir, on va en parler autour de nous. Et nous, on n'est jamais contents. C'est un truc incroyable. Alors, du coup, je vous propose qu'on passe à la troisième thématique de cette table ronde, justement pour voir si on est content
de ces JO, si on pense que l'impact va être durable et positif, et puis au-delà des JO, sur les grandes compétitions sportives, type tournoi destination, etc. Donc je me tourne d'abord vers Emmanuel. On a beaucoup parlé de l'héritage durable des JO 2024. J'entends que Londres, j'avais pas cette image de Londres, moi je croyais que ça avait été positif, mais finalement pas tant que ça. Est-ce qu'on va faire mieux avec quelques mois de recul? Quel est votre sentiment? Alors, je vais essayer de ne pas être pessimiste. Merci. Ben oui, bon courage parce que... C'est raté, je t'en... Non, mais Tony Estanguet a, dans son discours, a aussi beaucoup mis en avant le fait que la France était un pays révolutionnaire, la cérémonie d'ouverture grandiose qu'a quand même mis en avant la culture française. Donc moi, si je dois assumer le fait qu'un service public du sport c'est être pessimiste, je l'assume, voilà, même si par ailleurs je trouve que Coca-Cola en effet c'est populaire et qu'il faut pas toujours tirer sur les gens qui aiment les marques qui sont populaires. Moi, j'aimerais si j'étais ministre des Sports, j'aimerais qu'on repense le sport, je vais me répéter, comme un droit. Mais ce n'est pas du tout anodin de dire ça. On pense souvent aux résultats, en effet, aux médailles, au fait qu'on a bougé 30 minutes par jour. Mais moi, j'aimerais qu'on pense plus au processus. J'aimerais qu'on pense aux démarches. On a parlé des sportifs de haut niveau. Le sport de haut niveau, le sport de haute performance, ça peut être quelque chose de très émancipateur, comme ça peut être quelque chose de très aliénant. En 2023, il y a eu un procès d'une gamine gymnaste qui a fait le pôle France à Marseille, qui a été complètement détruite par son entraîneur. Et l'entraîneur, au procès, il a dit, franchement, je me rendais pas compte. Moi, on m'a pas appris ça. On m'a pas appris qu'il fallait pas mal lui parler. Moi, ce qu'on m'a appris, c'est qu'il fallait qu'elle puisse performer. Or, il y a des entraîneurs qui ont tout compris, qui ont, par exemple, l'ancien DTN de la Fédération française de natation, Claude Fauquet, il a mis fin à la sélection dès le plus jeune âge parce qu'il s'est rendu compte que la sélection dès le plus jeune âge, on s'appuyait sur les performances physiques d'un gamin de 6, 7, 8 ans en se disant qu'il allait progresser comme ça jusqu'à ses 16, 18 ans et que ça allait produire une Laure Manodou. Il s'est rendu compte que ce qui aidait à progresser, c'était au contraire de prendre plaisir dans l'activité. Parce que quand on prend du plaisir, on prend conscience de son corps et on prend conscience de son environnement, et en l'occurrence pour un nageur par exemple, on prend conscience de ce qu'est la glisse, et donc on va progresser et atteindre le meilleur niveau. Et toute la génération actuelle des champions de natation, elle est issue de cette démarche-là. Moi, j'aimerais qu'on interroge les contenus des activités physiques et sportives, que ce soit pour le sport pour tous. Arrêtons avec cette histoire de bouger 30 minutes. Vous savez qu'à l'école, ils ont compté le temps que les gamins passaient dans les escaliers pour dire c'est bon, ils ont bougé 30 minutes. Non, bouger 30 minutes, c'est prendre conscience de son corps et c'est progresser, c'est apprendre à rouler, c'est apprendre à nager, c'est se dire que quand on fait de la gymnastique, par exemple, on ne va pas être condamné à apprendre à faire la roulade. On peut apprendre à faire un flip en gymnastique, un salto, c'est quelque chose d'extraordinaire de savoir faire ça avec son corps. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse considérer le sport comme un enjeu pour chaque gamin, pour chaque personne âgée. Il y a en ce moment les fossoyeurs des EHPAD qui passent sur le groupe Orpea. Apprenons à penser autrement. La natation pour des personnes âgées, pour des personnes qui ont Alzheimer, oui, elles peuvent aussi apprendre à glisser si elles n'ont jamais eu cette chance de le faire. Donc pensons le sport réellement comme un outil d'émancipation. Pensons le droit aux vacances. Toutes ces collectivités territoriales, parce qu'elles n'ont plus d'argent, qui ont vendu leur centre de vacances, alors que un des acquis du Conseil national de la résistance en 1945, c'est les comités d'entreprise, c'est le droit aux vacances, aux colonies. Aujourd'hui, il y a moins en moins de gamins qui partent en colonie au sport d'hiver. Donc voilà, pensons le sport comme un réel droit et un outil d'émancipation. Voilà, je suis très contente d'avoir dit ça.
ici. Merci. Je suis contente que vous l'ayez dit aussi. Et donc, pour faire ça, il faut des équipements. Alors, les JO ont stimulé, je crois, enfin, peut-être que vous allez me contredire, mais de loin, j'ai l'impression que les JO ont stimulé la construction d'équipements sportifs en France. Est-ce que c'est le cas? Comment vont-ils être utilisés? Comment les collectivités locales gèrent aujourd'hui leurs équipements, Virgile? Alors, si vous me permettez, je ne vais pas être que sur cette réponse-là. Je vais donner aussi des solutions. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a probablement des solutions. S'agissant des équipements sportifs, évidemment, c'est une clé parce que si on veut faire de l'activité physique, il faut avoir des lieux de pratique. On sait qu'en France, on est dans une situation assez catastrophique. C'est plus de 50% du parc des équipements. On a à peu près 300 000 équipements en France. C'est plus de 50% du parc qui a plus de 50 ans. Voilà, c'est facile à se retenir. Plus de 50 ans et qui n'a jamais été réhabilité. Donc, on se retrouve avec des gymnases, vous avez peut-être tous connu ces gymnases passoires, etc., etc. Donc, on a un vrai sujet là-dessus. Ça coûte énormément d'argent. Dans le contexte budgétaire actuel, c'est complètement inenvisageable que l'État puisse financer ça. Donc, il faut y aller petit pas par petit pas. L'Agence nationale du sport a mis en place un plan 5000 équipements, des équipements de proximité. Donc, on est dans une bonne dynamique. Le marché, effectivement, était dynamique et plutôt favorable, mais il faut arriver à l'inscrire dans la continuité, parce que maintenant qu'on a éteint la lumière des jeux, qu'est-ce qui va se passer? On réduit les subventions en direction des collectivités qui, naturellement, vont le répercuter sur leurs investissements et les engagements qu'ils vont avoir sur les différents équipements. Donc, on a des sujets. Il faut être créatif. Quand c'est difficile, il faut qu'on soit imaginatif, créatif dans les modèles économiques qu'on va mettre en place. Nous, on pense qu'il y a des solutions. Ça peut être, par exemple, d'engager les promoteurs immobiliers dans l'histoire, de leur permettre d'avoir des mesures incitatives pour que chaque fois qu'on ait un programme immobilier, le promoteur s'engage à construire des équipements sportifs dans le cadre de ce programme immobilier. Quand on fait, un programme à 20 millions d'euros, ça coûte pas très cher de mettre quelques pistes de paddle ou de mettre un mur d'escalade, une salle de fitness, un petit terrain multisport, etc. Donc ça peut être fait. Ça allège le poids sur les collectivités qui vont pouvoir concentrer leurs efforts sur la réhabilitation énergétique des équipements. Ça veut dire aussi qu'on doit repenser un peu la logique du sport. Ça, c'est le sujet de la reconnaissance. Si on parle de mesures incitatives, ça veut dire rendre éligible un certain nombre d'investissements au mécénat, ce qui n'est pas le cas. Pour la culture, tout est mécénable, tout. Dès que vous faites une action culturelle, c'est éligible au mécénat. Pour le sport, on a toujours cette épée de Damoclès du sponsoring et donc tout n'est pas éligible et les entreprises hésitent, elles sont inquiètes sur le sujet. Il faut qu'on démonte ça. Il y a ce qui va être du domaine du sponsoring, c'est les grands événements, c'est le sport pro, etc. Le reste doit être éligible au mécénat et c'est pas une perte, un manque à gagner fiscal pour l'État puisque ça n'existe pas. Laissons les entreprises locales financer l'aménagement de la cour d'école active et sportive. Laissons les entreprises locales participer au financement d'équipements sportifs pour le cadre local ou départemental. Ouvrons un peu nos chakras. Donc, le sujet du mécénat, ça c'est une deuxième source de financement et de reconnaissance de ce que le sport est universel et, comme le disait Emmanuel, doit être accessible à tous. Oui, juste une incise pour piloter en ce moment la construction d'un gymnase au titre de Néoma à Reims, puisque on est en train de construire un nouveau campus et on veut qu'il y ait un gymnase à côté. Il y aura un gymnase à côté, mais on cherche des financements locaux et je confirme que c'est compliqué. Mais oui, c'est compliqué parce que on donne pas les... Notre-Dame, 100% des financements, il y en a même eu trop, ce sont des dons, des fondations, du mécénat. Pourquoi? Pour construire un centre sportif, un centre aquatique qui va permettre à tout un chacun d'apprendre à nager. Pourquoi ça ne pourrait pas être éligible aussi aux dons et aux fondations? Donc là, il faut qu'on casse quelques barrières culturelles entre le sport et la culture et permettre au sport aussi d'être éligible. Autre sujet, le sport santé. Je ne vais pas être très long. Le sport est reconnu scientifiquement comme un médicament de grade A. Alors, je ne connaissais pas avant, je ne suis pas médecin, mais grade A, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux. Vous pouvez prendre toutes les capsules que vous voulez, les médicaments, etc. L'activité physique adaptée est le meilleur médicament pour un certain nombre d'affections de longue durée, récidive du cancer du sein, diabète de type B, etc. etc. OK. Ce n'est pas remboursé par la Sécu. C'est limite
Alors, je ne vais pas le dire, là, il ne faut pas enregistrer, il ne faut pas mettre sur X. Hein. C'est limite de la non-assistance à personne en danger. Je suis désolé. On sait que ça fonctionne. On sait que c'est la réponse la plus adaptée aux pathologies d'un certain nombre de patients. Ce n'est pas remboursé. Voilà. En revanche, on rembourse tous les médicaments, les antidépresseurs, etc. C'est plusieurs dizaines de milliards de coûts évités que nous pourrions avoir grâce à l'activité physique et sportive. Reconnaissons ce fait-là. C'est scientifiquement prouvé. Et puis, autre type de reconnaissance, je suppose que je ne vais pas être un super copain de François, c'est une reconnaissance fiscale. Moi, il y a un truc qui me choque, je suis désolé, en tant que citoyen, j'ai du mal à comprendre la mesure incitative. Le Nutella à 5,5, le McDo à 10, les jeux vidéo à 10 pour rester assis sur un canapé, et en revanche, le cours de yoga, c'est à 20. Il y a un truc qui m'échappe. Donc, reconnaissons aussi dans la reconnaissance de ce que le sport est un enjeu essentiel de santé publique, du bien vivre ensemble, reconnaissons aussi cette légitimité, cette cohérence fiscale. Voilà un certain nombre de pistes pour permettre à l'activité sportive d'être reconnue. Ça ne veut pas dire des financements publics, ce que je suis en train de dire. Je suis désolé. C'est juste effectivement un portage politique qui dise oui, le sport est important pour notre société. Alors, je continue. François, est-ce que tu veux réagir? Et aussi, j'étais sur l'après-JO, c'est un peu l'après-JO. Qu'est-ce qu'on fait après un événement comme celui-là? Quel est son impact dans la durée? Et je parle des JO, mais on peut élargir, puisqu'auprès de Malik, j'élargirais sur les autres grandes compétitions sportives. Moi, les JO, je trouve que c'était un levier extraordinaire, et c'était aussi un des projets du comité d'organisation, de redonner envie aux Français de faire du sport. Et on l'a vu à la rentrée scolaire, des centaines de milliers, des millions de Français, jeunes ou moins jeunes, ont eu envie de faire du sport. Le problème qu'il y a eu, c'est que les infrastructures n'ont pas pu les accueillir. Beaucoup de clubs n'ont pas pu accueillir. Donc moi, j'ai rencontré, pas plus tard qu'hier, le président de la Fédération française de football, qui disait on n'a pas pu accueillir tous les gens qui auraient voulu faire du sport. Et donc, moi, je crois beaucoup à ces événements internationaux pour donner envie. Parce qu'on ne va pas forcer les gens avec encore des trucs comportementaux. Il ne faut pas que tu fasses ça, il ne faut pas que tu fasses ça. Ça, c'est encore très français. Il ne faut pas que tu fasses ça. Moi, je crois beaucoup plus à donner envie aux gens de faire ce qui est bien pour eux. Et donc, l'inspiration des JO pour ça a été extraordinaire. Les champions qu'on a sont extraordinaires pour ça parce qu'ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu faire du tennis de table, ils ont voulu faire du volley, ils ont voulu faire de la natation, ils ont voulu faire du foot après 98 et 2018, etc. Donc, il faut continuer, je pense, mais il faut que les infrastructures suivent. Aujourd'hui, elles ne suivent pas. Et c'est vrai que moi, je suis choqué de la baisse du budget. Et pour essayer de se mettre d'accord, on ne se connaît pas, on n'est pas encore amis, mais sur la fiscalité, les consommateurs de notre catégorie de produits aujourd'hui payaient en 2024 presque 500 millions d'impôts déguisés sur l'achat de nos produits, des boissons sucrées. Il y a une décision qui a été prise il y a quelques semaines, que j'ai considéré comme injuste, disproportionné, qui va doubler ce chiffre. Donc ça va, en gros, les consommateurs de nos produits vont payer presque 900 millions ou 1 milliard de taxes sur les produits de la catégorie en général. Et même si je suis contre cette taxe, maintenant qu'elle est là, je me dis, mais comment est-ce qu'elle est utilisée? Je me suis dit, est-ce qu'elle va être utilisée pour éduquer, pour construire des infrastructures, etc. Eh bien non, en fait. C'est-à-dire que la justification de la taxe, c'est lutter contre le surpoids, même si nous ne sommes que 4% des sucres consommés, mais elle n'est pas utilisée pour éduquer et construire des infrastructures. Et je trouve qu'il y a une incohérence totale, c'est-à-dire qu'elle est là juste pour combler le trou de la sécurité sociale. En fait, ce n'est pas une taxe du tout pour améliorer la santé, c'est une taxe pour combler le trou de la sécurité sociale sur un produit facile. Et ça, c'est quelque chose qui me choque beaucoup. Pour finir sur l'héritage des JO, par exemple, je pense qu'il y a un exemple intéressant qui est aussi le sport en entreprise. Nous, on a beaucoup poussé le sport en entreprise depuis pas mal d'années. On est partenaire du triathlon de Deauville, par exemple. Et la plupart des collaborateurs ont envie de s'y mettre. Ça fait 10 ans qu'on est partenaire. Et on a que 150 dossards ou 250 dossards. Quand on a mis les dossards, les gens ont acheté des dossards en 10 minutes. Et on a pendant 3-4 mois des entraînements organisés à midi pour des gens qui vont apprendre à nager pour faire le triathlon par équipe, des gens qui vont courir. Et moi, je crois beaucoup au sport en entreprise. On a une salle de sport qui est pleine tout le temps. Et je crois beaucoup à l'entreprise pour essayer de continuer à promouvoir le sport au-delà de l'école. Il y a une émulation incroyable. On a beaucoup de collaborateurs qui
restent chez nous, qui viennent chez nous ou qui restent chez nous parce qu'ils savent que le sport fait partie de notre culture d'entreprise. Et je pense que les JO ont aussi permis ça. Donc, je me tourne. Juste, il m'a redonné le micro, il m'a autorisé. Nous sommes d'accord, François, hein, et on ferait mieux de se mettre d'accord directement, sans passer par l'État, parce que ça complique les choses. Donc, bien sûr que oui, la surtaxe doit permettre de financer une baisse de TVA sur la pratique sportive. Et pas forcément la pratique sportive de haut niveau, la pratique sportive de tout un chacun. Mais Malik, avant de passer aux questions, comment on rebondit sur des succès ou parfois des défaites, mais dans les grandes compétitions sportives, est-ce que ça aide les jeunes, ça encourage les jeunes vraiment à jouer au rugby? Comment? Et puis, je sais pas, je pose la question si tu veux pas y répondre. Je me demandais, là, on avait une conversation qui était beaucoup sur ce qui se passe en France. Il y a beaucoup de joueurs au sein de Proval qui viennent du monde entier. Quel est leur regard sur nos infrastructures sportives et sur la manière dont ça se passe ici? Voilà, je pose la question et... Je vais essayer d'y répondre. Non, après, sur ces questions-là, c'est déjà quand on a tout, c'est comme pour tout, en fait. Du moment où il y a du positif, c'est toujours plus facile de surfer dessus, de pouvoir échanger dessus et de pouvoir attirer de plus en plus de jeunes pour venir prendre leur licence. Donc, c'est la vie qui est comme ça. Du moment où on gagne, où on crée en fait une ambiance, on va dire, de joie, et ça va amener des licenciés. C'est d'une cohérence et il faut surfer dessus. Donc ça veut dire qu'il va falloir créer en fait beaucoup, j'ai envie de dire, d'engouement, donc beaucoup d'articles, créer vraiment de l'image et prendre la place publique pour pouvoir en fait surfer sur ça. Et moi je trouve qu'après JO, on n'a pas surfé réellement dessus. Même après les 6 nations, on ne surfe pas réellement dessus. On n'a pas vraiment ce côté français où on va surfer sur les acquis positifs. Et c'est là où j'en reviens sur la réflexion du pessimisme. Et donc c'est pour ça qu'il faut, quand on a du positif, il faut le valoriser. Ça ne veut pas dire que tu as pris la grosse tête, ça ne veut pas dire qu'il faut se rabaisser. Non, il faut se mettre à sa juste valeur. Quand on a des grands champions comme des Teddy Riner ou l'équipe de France de foot qui a été quand même champion du monde en 2018, derrière ça, on n'a pas d'engouement en fait. On fait pas réellement ce qui doit être fait, à mon sens. Dans les autres pays, dès qu'ils gagnent, le pays entier est en fête. Et nous, chez nous, ça va durer 2 jours, 3 jours. Une fois qu'ils ont passé les Champs-Élysées, c'est fini. Ça retombe, on essaye d'avoir direct, qu'est-ce qu'il y a comme scandale? Non, essayons de surfer sur le positif, valorisons-le, comme on le dit, et c'est des choses qui seront importantes. Et je pense que même en tout début, Emmanuel nous disait la vie associative, les bénévoles. Aujourd'hui, pourquoi on a une baisse de bénévoles? C'est parce qu'il n'y a plus de reconnaissance. On perd cet engouement, on perd cette énergie, on perd cette valeur en fait qui est la beauté du sport en général. Et c'est de redonner envie à nos bénévoles, les revaloriser et pouvoir en fait continuer à pousser dans ce sens, vraiment, parce que le sport, comme il a été dit aussi par Virgile, c'est un médicament, ça aide à aller mieux. Donc c'est important d'avoir cette réflexion-là. Et donc pour moi, il faut qu'on surfe plus, qu'on communique plus et qu'on se pousse les uns vers les autres, aller dans ce sport. Et vraiment y aller en bienveillance, ça c'est ce qui est important. Et aujourd'hui, on véhicule des valeurs incroyables. Il y a certains endroits, il y a des infrastructures qui sont incroyables. Aujourd'hui, pour rebondir aussi par rapport à cette mixité que nous avons dans notre pays, parce qu'on a beaucoup de joueurs étrangers aussi qui viennent. Ils viennent pas que pour une partie financière. On a un pays qui est magnifique. Il faut arrêter d'avoir honte de dire j'aime la France. C'est quand même un pays qui est incroyable, qui est diversifié et qui nous amène beaucoup de plaisir et de sécurité. Et donc c'est important quand les étrangers viennent ici, ils nous disent vous avez de la chance, vous avez du rouge, vous avez du foie gras. C'est quand même ce qui nous fait plaisir. Le saucisson, donc c'est des choses qui sont importantes à valoriser. Et ils sont tous heureux de venir en France et ils sont heureux de voir des structures qui sont quand même, dans certains niveaux, bien sûr, pas dans tous, adaptés, même plus qu'adaptés pour le sport de haut niveau et même dans certains clubs amateurs, parce que le sport en général véhicule normalement une bonne image. Et donc c'est ce qu'il ne faut pas aujourd'hui oublier et qu'il faut vraiment, après moi, ce table ronde, retenir l'essentiel, c'est le bonheur que ça nous procure et continuer à le diffuser.
Alors, Malik est un homme qui aime relever les challenges. J'avais donné comme challenge qu'on finisse sur une note positive. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, là, il y en a plusieurs. Bonjour, Guy Citruc, président de l'UJSF Île-de-France. Je suis là. Je rebondis sur ce que vient de dire Malik. On a beaucoup de parenthèses enchantées, mais une fois qu'elles sont refermées, ça retombe. On est un pays très fort en organisation. On a organisé des Coupes du Monde, des Jeux Olympiques, des Euros avec la réussite que l'on sait. Mais effectivement, après, ça retombe. Alors moi, ma question, c'est on a réussi, surtout ces dernières décennies, à construire des élites dans pas mal de disciplines. Mais au fond, est-ce que la France est un vrai pays de sport ? Alors, on va être dans le positif pour ma part. Nous ne sommes pas encore une nation sportive, mais indiscutablement, nous sommes devenus une nation de sportifs. Ça, c'est une certitude. Toutes les études le disent, 34 millions de Français déclarent avoir une activité physique et sportive régulière, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. On voit un rajeunissement d'un certain nombre d'activités physiques de sport de forme. Le running, par exemple, il y a un rajeunissement énorme et une féminisation. Donc on voit que le sport se démocratise. En revanche, il faut qu'on garde un équilibre entre le sport fédéré, le sport individuel, le sport en secteur marchand. Il ne faut surtout pas opposer tous ces mondes, l'essentiel étant qu'il y ait un maximum de Français qui se mettent à l'activité physique et sportive. Et de toute façon, on les retrouvera en fonction de leur âge, de leur parcours de vie. Dans la question que vous posez de dire on a des parenthèses enchantées, c'est là où est l'enjeu, je pense, en termes de reconnaissance. Comment on fait pour que ça s'inscrive durablement, hein. N'oublions pas qu'on est quand même le pays des Lumières, le pays des philosophes, et le sport en tant que tel n'était pas considéré comme sérieux. Donc c'est là cette démonstration de ce que c'est un modèle économique, de ce que c'est un enjeu de santé publique, un enjeu de vivre ensemble. C'est ça qu'on doit arriver à marteler et faire entendre. Moi, je pense qu'il fait référence aussi à une certaine interview. C'est qu'il y avait Florent Manodou qui avait énuméré ça. Parce qu'il y a deux choses différentes. Parce que nous, on a la vision de la France comme un pays très sportif par rapport au nombre de victoires ou de coupes ramenées. Mais je pense que sur le fond, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, le sport, l'investissement, comme on l'a énuméré pendant toute cette table ronde, et la reconnaissance du sport n'est pas à la hauteur des champions que nous formons tout au long de nos années, quoi. Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour ces interventions. Moi, je voudrais vous entendre. Oui, pardon, Philippe Segers, donc ancien de Neoma, ancien rugbyman, actuellement judoka, course à pied aussi, voilà. Et il y a une dimension sur laquelle j'aimerais vous entendre, c'est sur l'aspect formation, justement, lié au sport, l'aspect leadership aussi, qui est lié au sport. Quand on doit se battre sur un terrain de rugby, faut entraîner les autres. On sait qu'on n'y va pas tout seul. En école de commerce, on nous apprend l'alignement stratégique. L'alignement stratégique, c'est rien d'autre qu'une mêlée de rugby, hein. En ayant joué aussi en amateur, à une époque, on jouait contre une équipe qui s'appelait l'équipe de l'ENA. C'était donc composé uniquement d'énarques, et cette équipe avait une particularité, c'est qu'elle était composée de 15 capitaines. Et ça va peut-être vous surprendre, mais c'était rarement eux qui gagnaient à la fin du match. Voilà. Donc j'aimerais vous entendre sur ces aspects de formation, de leadership liés au sport. Merci. Avec plaisir, Stéphane. Non, cette formation, aujourd'hui, on essaie dans la continuité, notamment avec Neoma, sur comment transformer aujourd'hui le potentiel terrain en potentiel après entreprise et salarial. Donc, c'est sur une vision commune, de par l'égoïsme individuel, pour créer en fait aujourd'hui réellement ce qui peut apporter au collectif, comme sur un terrain de rugby, et notamment par le leader. Le leadership, c'est quoi? C'est par l'exemplarité. Et l'exemplarité, c'est je dois toujours aller au plus loin individuellement, mais pour
une force collective. Et donc aujourd'hui, on a la chance avec Stéphane ou Delphine de pouvoir en fait continuer avec cette même vision sur les parcours qu'on propose et sur la réflexion qu'on essaie d'amener aux joueurs pour les faire sortir, encore une fois, ce que je disais, de ce dogme vraiment entre nous, entre soi, pour pouvoir se développer et avoir un certain éveil et comprendre ce qui peut arriver par la suite. Peut-être juste une chose. Moi, enfin, dans notre entreprise, on utilise beaucoup le sport comme une analogie au business, hein, parce que finalement, c'est quoi? C'est une ambition, c'est une destination, une stratégie et former une équipe avec les bons acteurs. Et je trouve qu'on l'utilise peut-être pas assez dans les formations business, cette analogie, parce que avoir beaucoup fait de sport, moi, ça m'aide énormément au quotidien avec mes équipes. On utilise très, très souvent des entraîneurs pour venir nous parler, venir parler à nos équipes, pour les inspirer. Et je trouve qu'on pourrait le faire encore un peu plus aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'analogies, de mon point de vue. Oui. Bonjour, Bruno Belaïch, je suis chargé de mission sport et culture au ministère de la Culture. Je voudrais faire référence au rapport de la Défenseure des droits de 2023 sur le droit au loisir, au sport et à la culture pour les enfants. Et quand on pose la question aux enfants, ils disent le sport et la culture, ce n'est pas très important parce que ça a des coefficients très faibles, on n'en fait pas beaucoup par rapport à d'autres matières. Donc voilà comment raisonne un enfant. Donc si on valorisait dès le plus jeune âge le sport et la culture pour les enfants en leur montrant que ce sont des valeurs beaucoup plus importantes, ils auraient une vision différente. Et là, on aurait peut-être un pays qui serait beaucoup plus axé sur le sport et la culture dès le plus jeune âge. Donc tout commence par l'école où il faut valoriser ces deux pratiques et les rendre essentielles tout au long de la vie. Et pour répondre à Virgile, il ne faut pas opposer non plus le sport et la culture. Les deux sont complémentaires. Le sport, c'est l'épanouissement physique. La culture, c'est l'épanouissement culturel. Les deux sont complémentaires et non concurrentiels. On a plus intérêt à s'associer ensemble plutôt que le contraire. Moi, je dirais même encore plus. C'est que le sport, c'est de la culture. Parce que la pratique sportive, elle évolue au fil des générations. C'est un élément culturel à part entière. Et donc, je ne peux qu'être d'accord avec ce que vous venez de dire. Et si d'ailleurs Bercy et les gouvernements pouvaient prendre appui sur le fait que la culture représente 1% du budget de l'État, et si on pouvait avoir 1% du budget de l'État pour le sport, ce serait aussi une très bonne marche de franchie. Moi, je suis d'accord avec vous. Il n'y a aucun souci. Mais oui, Bruno, alors je vais préciser, si mes propos n'étaient pas clairs, il n'est pas du tout question d'opposer les deux. Hein. On est très admiratif du travail que fait la culture et de cette capacité à militer ensemble pour défendre la culture. Hein. Et moi, je voudrais rebondir sur un sujet que tu évoques, c'est l'éducation nationale. J'étais encore la semaine dernière au cabinet de la ministre. Quand on voit la difficulté dogmatique d'ouverture parfois de l'éducation nationale, c'est là où on se dit il y a quand même un vrai levier d'action. Peut-être que si on laissait la porte à des entreprises, là encore on revient au sujet du mécénat, pour financer des équipements sportifs dans les écoles, pour aménager des cours d'école, peut-être que beaucoup d'entreprises seraient favorables. Donc, ouvrons un peu nos chakras, acceptons justement que ce point soit crucial au sein de l'école. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure d'études scientifiques. Toutes les études scientifiques démontrent qu'un enfant qui a fait une demi-heure pour venir à l'école à pied a des capacités cognitives beaucoup plus importantes que l'enfant qu'on va déposer en bagnole devant l'entrée de l'école. C'est démontré scientifiquement. Voilà. Donc, on ne peut être que d'accord avec ces passerelles entre l'éducation nationale et puis le ministère de la Culture, le ministère des Sports. Mais pas d'entreprise trop tôt à l'école quand même, s'il te plaît, Virgile. Les enfants, c'est pas, ils sont là pour apprendre, quoi. Pas pour être formatés par... les entreprises, quand même. Je veux bien être d'accord. On parle de l'éducation nationale. On a quand même parfois quelques petits sujets de... Non, je dis aujourd'hui, il ne faut pas non plus être naïf quand on voit les gamins avec leur smartphone. Ils sont beaucoup plus intelligents qu'on ne le croit et beaucoup plus sollicités par des informations d'entreprise. Voilà. Si ça peut aider l'école à progresser, à avoir des moyens, à développer certaines activités, je pense que ça peut être positif. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'avant 12 ans, il
il faut que l'environnement de l'école soit libre de toute commercialisation. Ils ne sont pas capables, enfin j'en ai eu 3 des enfants, pas capables de prendre les bonnes décisions, je pense, avant un certain âge. Après c'est difficile, mais au moins jusqu'à 12-13 ans, je pense que c'est difficile d'avoir un environnement où il y a de la commercialisation. C'est pas le rôle des entreprises. On ne parle pas de commercialisation là. Un petit peu quand même, les entreprises dans les écoles. Non, mais si par exemple Coca finance tous les cerceaux, les ballons, les plots, etc., qui vont permettre aux profs d'encadrer, d'avoir un minimum de moyens, moi ça me choque pas. Oui, non, mais on a le droit de pas être d'accord. On laisse, voilà, ça vous fait un sujet de débat autour de la pause que nous aurons tout à l'heure. Je voudrais vraiment remercier nos 4 intervenants, Emmanuel, Virgile, François et Malik. Un grand merci à vous. Et puis, de toute façon, ils restent là pour poursuivre les discussions. Merci.